Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. E.T. Maison téléphone. Francis, bonjour. Ouais, ben oui, bâtir Canada maison, c'est ça, Mario? Bâtir Canada maison. Bâtir Canada maison. Oui, le programme a changé de nom durant la journée d'hier, mais c'est comme ça qu'hier, les libéraux l'avaient traduit. Amusant, notre collègue Mathieu Bock-Côté. Ben toi, c'est sur le fond. Là. Donc, le programme ne s'appelle maintenant que Maison Canada. Il a changé de nom. Mais tu te questionnes sur ce programme? Ben évidemment, Mario, encore une fois, je l'ai dit souvent sous Trudeau et Freeland, je le redis sous Carney, c'est pas au gouvernement fédéral de construire des maisons. On a un gros problème de logement au Canada, d'un océan à l'autre, et le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, c'est de s'enlever du chemin, si je peux dire comme ça. Et c'est vrai aussi au provincial et c'est vrai aussi au municipal. Malheureusement, il y a de manière électorale et médiatique toujours une prime à dire qu'on fait quelque chose. Là. Fait que là, M. Carney, il sort son chapeau puis son marteau puis il dit on va créer une nouvelle patente à gosse pour fabriquer des maisons. Le gouvernement canadien va devenir un promoteur. Là. Je sais pas si tu réalises l'absurde de la chose, Mario. Un promoteur là dans notre pays, c'est souvent tu sais bon des hommes là, mais bon trois gars là, tu sais qui ont un peu d'argent dans un compte puis qui font des maisons. Puis dans le meilleur des cas, c'est Broccolini, Prével, c'est des gens sur le terrain qui connaissent chacun des lots disponibles dans des codes postaux circonscrits. C'est pas le gouvernement fédéral qui va se mettre à dicter à gauche, à droite sur 5500 kilomètres de territoire, c'est où qu'on fait des maisons. Ça a aucun bon sens. Et donc évidemment, tous les gouvernements font cette erreur-là de penser qu'ils sont la solution, alors que comme je le répète souvent, la solution, c'est qu'ils s'enlèvent du chemin et c'est vraiment un des problèmes majeurs qu'on a au Canada. Les gouvernements sont constamment incités à dire qu'ils vont faire quelque chose et donc plus ils en font, moins il y a de logements qui se construisent évidemment parce que ça rentre dans la machine, dans la bureaucratie, dans l'allocation des fonds. Donc, triste jour pour moi. Jusqu'ici, j'étais plutôt fan de la campagne Carney, je te dirais, mais là, c'est son premier, de mon point de vue, là, son premier... première prise. Après avoir caricaturé la nomenclature difficile en fait. Ouais, ben oui. Voilà, voici une analyse sur le fond. Il faut se parler du marché du carbone, évidemment, ce matin. Le marché du carbone ou la bourse du carbone, appelez ça comme vous voulez, qui est le système québécois, qui fait que quand la taxe du carbone s'est appliquée au fédéral, ils ont dit le Québec, vous êtes exempté, vous avez déjà quelque chose, sauf que là, le fédéral enlève sa taxe carbone. Et donc, le Québec devient au Canada le seul endroit où on va payer un prix sur le carbone qui se reflète sur chaque litre d'essence. Toi, tu penses que c'est nécessaire? Ben juste corriger, il y a aussi la Colombie-Britannique, Mario, qui a un système qui va... Un projet de loi d'urgence pour l'enlever. Ils vont être quelques jours après le fédéral, mais ils vont l'enlever eux aussi. Là. C'est un peu caricatural, là, Mario. Je veux dire, on a mis en place ces systèmes-là parce qu'on veut réduire la dépendance des ménages, des entreprises aux produits d'énergie qui sont émettrices de CO2. C'est absolument nécessaire de le faire. Là. Je comprends pas il y a où le débat là-dedans, là, à moins qu'on soit climato-sceptique là, ou qu'on pense que le prix n'a pas d'incidence sur la consommation. Mais il faut mettre des taxes ou un système comme on a au Québec de cap and trade, là, un système de bourse, de marché du carbone. Et d'ailleurs, Mario, en enlevant tout ça, tu vas voir que bientôt, ça va devenir très compliqué d'exporter dans certains pays, notamment en Europe, où il y a des exigences minimales, justement, de diminuer l'empreinte carbone. Donc, on va totalement dans le sens inverse. Je comprends qu'il fallait un petit peu démanteler l'argumentaire de M. Poilievre, mais je pense pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, Mario. Il faut tarifer le carbone dans ce pays. Il faut que les gens consomment moins de produits pétroliers. Puis pour ce faire, il faut en augmenter le prix. Là. Il n'y a pas de débat. Ça va pas être plate, mais là, au Canada, il leur... Une fois qu'un gouvernement l'a fait pendant 6 ans, 7 ans,
l'enlève en panique avant qu'un autre gouvernement, quelque couleur qu'il soit, le remette. À mon avis, t'en as pour des années, peut-être des décennies. C'est possible, mais écoute, quand il y aura, tu sais, comme tu connais le petit comique, là, pendant longtemps, nous avons créé, nous avons détruit la planète, mais pendant quelques années, nous avons créé beaucoup de valeur pour les actionnaires, là, puis tu sais, le gaz était pas cher à la pompe. Mon point, Mario, c'est que le système canadien, en plus, fonctionnait super bien. Tu taxes d'un bord, puis t'envoies des chèques de l'autre. C'était relativement neutre pour les ménages. C'est un système taxe carbone du Canada, moi qui suis pas là, un fou de l'environnement, moi la taxe carbone au Canada, j'ai toujours défendu ça, que ça avait du bon sens. Là. Comme tu c'est ça, mais en d'autres termes, tu taxes tout le monde, tu rembourses tout le monde. Exact. Si tu es un gros consommateur de pétrole, ben ton remboursement compte pas complètement ta taxe. Donc, tu deviens un perdant. Puis si tu es un petit consommateur de pétrole, tu fais attention. Ce qui était le cas, en passant, on dit entre 75 et 80 % de la population au Canada recevait un chèque. Recevait plus qu'il ne payait. Plus exactement. que la somme de toutes les taxes payées, là. Et qui plus est, Mario, si tu es un gros pollueur, si tu es un gros émetteur, puis que ça te coûte cher, puis que tu reçois pas le chèque qui compense, ben tu as un incitatif à investir dans la machine qui est électrique ou la machine qui est plus efficace, etc. Là, on a enlevé tout ça. Pourquoi? Pour faire plaisir à un potentiel chef de l'opposition. Comme je te dis, je trouve ça relativement absurde. Ceci dit, là, au Québec, on risque d'être, comme tu dis, la dernière province à avoir un système. À la limite, on devrait faire preuve de leadership puis continuer d'expliquer à la planète entière que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais entre-temps, c'est vrai que les Québécois... Les Québécois vont être frustrés politiquement. Le gouvernement va être c'est ça. patate chaude, là. On devrait instaurer un système de remboursement comme on l'a fait au Canada. J'ai pas estimé. C'est sûr que ça coûterait quand même probablement autour d'1 milliard de dollars, Mario. Mais on devrait rembourser les gens puis leur expliquer que oui, on a encore un système de plafonnement, on a encore un système de marché, mais vous recevez un petit chèque de quelques centaines de dollars à la fin de l'année. Et évidemment, ça permet aux gens de les inciter à tranquillement migrer vers l'auto électrique, vers des chaudières bi-énergie dans les maisons, etc. Parce que là, l'argent de la taxe carbone, de la bourse carbone au Québec, s'en va dans le fonds vert. Oui, l'argent qui est si bien dépensé dans le fonds vert, est-ce qu'on peut... Ce que je te dis, Mario, je veux juste résumer. Je suis très favorable à ce système-là. Il est très mal mis en œuvre au Québec actuellement parce que les gens ne revoient jamais la couleur de cet argent-là. C'est comme pitché dans un fond dont on ne voit jamais vraiment les résultats. Il y avait d'ailleurs eu plusieurs scientifiques qui avaient démissionné de ce fonds vert prétextant que c'était géré un peu tout croche. Puis franchement, faut se le dire, tu as vu le dernier budget, 0% d'augmentation pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. On enlève ou tranquillement on tue les subventions pour les véhicules électriques, on rajoute des taxes de toutes sortes pour ces... Donc, on a clairement une espèce de pastiche de ministère de l'Environnement au Québec. S'il y avait un petit mot pour décrire ça, ça serait épouvantable là, quand même. Francis, il y a vraiment un questionnement, parce que depuis des années, on dit que si tu investis en bourse, là, tu peux te diversifier, tu peux acheter dans les pays émergents, tu peux acheter au Canada, tu peux acheter en Europe, mais... Je veux dire, l'étalon d'or, là, la place boursière mondiale pour faire du rendement, c'était les États-Unis. Et là, c'est comme si depuis quelques mois, exemple, à date, en 2025, l'Europe, ça a été bien meilleur que les États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont perdre ce statut pour quelques mois, quelques années, une décennie? Et je lis des gens qui disent la prochaine décennie, ce ne sera pas celle des États-Unis. Là, la Banque nationale a déjà bougé. C'est la Banque nationale, en fait, toutes les institutions, grandes institutions financières qui allouent des actifs, là, qui allouent de l'argent à différentes catégories de biens ou de titres, justement. Je lisais le chef, l'économiste en chef, Stéphane Marion, qui a annoncé hier là, que la Banque nationale donc était allait être plus liquide, c'est-à-dire moins investi dans les marchés boursiers de manière générale, mais surtout, ils allaient réduire leur exposition, comme on l'appelle, c'est-à-dire la quantité de titres qu'ils possèdent aux États-Unis en deçà du benchmark. Donc, ça va être autour de 5% de leur portefeuille, selon ce que j'en comprends. C'est très faible. Puis évidemment, le tout, explique M. Marion, parce que les craintes de stagflation, le risque géopolitique qui est induit par M. Trump, on a vu déjà une baisse là, de près de 10% depuis son inauguration. Selon ce que
je comprends entre les lignes de l'énoncé de M. Marion, c'est qu'on s'attend à ce que ça continue à baisser ou du moins que ça sous-performe d'autres marchés comme le marché canadien ou les marchés européens, etc. Que toi puis moi, Mario, on vend nos titres là, de Apple là, et tout ça, c'est OK, mais quand c'est la Banque nationale qui enlève quelques-unes de ses billes, c'est pas à coût de 1 000 $ ou de 10 000 $, là, tu comprends? C'est possiblement des centaines de millions, voire des milliards de dollars qui vont être réalloués ailleurs. Si toutes les banques étrangères font ça, ben éventuellement, il y a moins de liquidité dans le marché américain. C'est sûr que ça fait baisser sa valeur. C'est-tu le début d'une boule de neige? Je ne sais pas, mais ça nous donne quand même un indice de ce que les grands joueurs font actuellement avec leur argent. Berkshire Hathaway a fait une disposition similaire en fin d'année dernière, c'est-à-dire ils ont vendu beaucoup de titres, ils sont beaucoup liquides, ils ont des bons du trésor, etc. Comment dire, il y en a qui pointent dans cette direction-là. Est-ce qu'il faut les suivre? Tu sais, je ne suis pas un conseiller financier ou un planificateur, mais c'est quand même pour moi assez surprenant comme nouvelle, là, ce que je lisais sur LinkedIn là, ce matin du côté de M. Marion. Merci beaucoup, Francis. À demain. Ça fait plaisir. À demain.